hop. Qu'est-ce qu'on dit là? Rebonsoir, vu comme il fait nuit. Alors avec moi, vous voyez, on a une nouvelle experte invitée, c'est Anne. Anne, bonsoir. Bonsoir Olivier, merci de m'inviter. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Avec grand plaisir. Et on va te présenter dans quelques instants. Mais juste avant, pour nous mettre dans l'ambiance de cette séquence atelier sur la confiance en soi, nous vous proposons un sondage. Alors, je repars sur le fil de discussion et je place un nouveau formulaire Google Form. Et j'en profite, alors, juste pour faire un rappel sur l'exercice de pleine conscience, enfin, en tout cas l'expérience de pleine conscience collective que l'on s'est fixé. Si vous allez sur la page de l'événement, sur la page où il y a le programme, vous verrez qu'il y a la vidéo de Guillaume Alexandre qui vous propose une expérience de pleine conscience. Regardez cette vidéo et ensuite complétez le formulaire qui est en dessous. Parce que vous allez voir que Guillaume vous propose de vous mettre dans un état de pleine conscience. Et si vous restez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, dites-nous avec le bouton, il y a un bouton juste en dessous de la vidéo, combien de temps vous avez passé, puisqu'on s'est fixé comme objectif en démarrant ces 24 heures, d'arriver avant la fin des 24 heures à 300 minutes de pleine conscience. Alors il se trouve que là j'ai regardé le formulaire à l'instant. Bon, pour l'instant, il n'y a eu qu'une personne, en tout cas, qui a déclaré avoir fait l'expérience. Et donc, c'était déjà bien, parce qu'elle a fait 10 minutes ou plus. Mais ça manque quand même de dynamisme de ce côté-là. Sinon, je vous envoie Gloria pour vous motiver. Attention. Ok, alors maintenant, nous parlons de la confiance en soi. Et là, vous avez si vous avez cliqué sur le lien qui est dans le fil de discussion, donc on va le faire en même temps, je reviens. Une question sur la confiance en soi pour démarrer notre séquence. Alors, il faut juste que je la retrouve. La confiance en soi, où est-ce qu'elle est? Se faire confiance. Alors c'est toujours pareil, là, on a déjà une réponse, super. Ce qui est intéressant, ce formulaire il est actif pendant toute la durée de la séquence qui sera où l'on a la participation de Dan. Et donc on reviendra aussi à la fin pour voir s'il y a eu d'autres réponses. Donc là dans ce formulaire, on vous pose une question. Quel est le plus difficile pour vous? Est-ce que c'est d'aller corriger un exercice au tableau devant toute la classe? Alors forcément, si vous n'êtes plus aujourd'hui étudiant, essayez de vous remettre dans ce souvenir. Et est-ce que c'était quelque chose qui était difficile pour vous ou pas? Ou être dans un entretien de recrutement, ou alors vous rendre à un rendez-vous galant, ou alors prendre la parole devant un public, ou négocier un prix, ou alors dire non. Voilà. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus difficile à faire? Et nous allons regarder. Alors là, c'est prendre la parole devant un public. On a déjà une personne qui a répondu ça. Ok, très bien. On regardera tout à l'heure si d'autres réponses sont arrivées. Alors, Anne, nous allons avec toi découvrir l'univers de la confiance en soi. Et donc, je n'ai pas donné ton nom en entier. Ton nom en entier, c'est Anne Barthes. C'est exact. C'est bien ça. Oui. Tu es dirigeante de AB Cadence. Est-ce que tu veux nous expliquer ce qu'est AB Cadence? Moi, ça me fait penser immédiatement à un studio de danse. Oui, c'est en relation avec le rythme et le mouvement. C'est une structure que j'ai créée en 2021 et qui a pour objet, à travers laquelle j'accompagne les hommes et les femmes à libérer leur pouvoir d'action, à oser être qui ils sont et déconstruire certains freins, certains blocages pour gagner dans leur vie plus de joie, plus de sens, plus de sérénité. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Une envie, une passion de l'humain, de voir que ça fonctionne, que c'est possible d'oser rayonner et de mener la vie qui nous anime et oser agir. Ce qui m'importe, c'est la mise en mouvement, c'est l'action
pour un alignement entre ce que je suis, ce que je fais et ce qui me procure de la joie profonde dans la vie. Et comment est-ce que tu sais que ça fonctionne, ce que tu fais, ou sinon, quelle est ta meilleure récompense finalement quand ça fonctionne? Ça fonctionne, je le vois sur moi, en mise en pratique de ce que je transmets, ce que je propose. Donc c'est un travail au quotidien, donc je mets en pratique sur moi-même, je suis mon meilleur cobaye, je dirais. Et ma meilleure récompense, c'est de favoriser des déclics chez des personnes en réponse à une demande, à un objectif, qui fait que je vais aider la personne à décrypter des messages, à décrypter des mécanismes, des conditionnements, à voir les choses différemment, qui fait que la personne va se mettre en mouvement et va ouvrir le champ des possibles, tester des comportements différents et qui soient plus en cohérence avec qui ils sont. Donc quand une personne me dit qu'elle se sentait ensevelie et que peu à peu elle a réussi à écarter la poussière et puis finalement à rayonner, ça c'est une vraie récompense. Alors si tu es avec nous, Anne, ce soir, si on a le plaisir d'avoir ton point de vue là sur ce thème, c'est grâce à Innoveum qui a fait un super travail de réseautage, et merci aussi à Stéphanie de nous avoir mis en relation. Quand tu as entendu parler de l'événement, je crois d'ailleurs que tu étais, c'est peut-être Stéphanie d'ailleurs qui t'avait pressenti sur ce sujet-là, et ça s'est confirmé. Toi, le sujet de la confiance en soi, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Et, oui, je crois que c'est Raquel qui nous a mis en contact. Pardon. Oui. Alors c'est Raquel. Mais tu fais bien de le préciser. Oui. Donc c'est pas Innoveum, c'est la BGE. C'est la BGE qui nous a mis en contact. Et pourquoi justement ce sujet de la confiance en soi. Pourquoi ça te parle Ça me parle je dirais, pour deux raisons. D'abord, la confiance en soi, c'est un grand sujet mystérieux. C'est quelque chose d'assez étonnant. Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, j'ai confiance en moi et je vais réaliser des prouesses, réaliser des choses, et après coup, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai réalisé ça alors que je m'en sentais même pas capable? Et qu'à d'autres moments, je ressens un manque de confiance en moi, je ressens des blocages qui m'empêchent d'agir. Donc c'est assez mystérieux tout ça. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que la confiance en soi, c'est un état d'esprit à choisir, et c'est surtout un apprentissage. Je peux apprendre à avoir confiance en moi. Le manque de confiance n'est pas une fatalité. Alors on peut avoir dans son passé plus ou moins de confiance, mais en tout cas, aujourd'hui, si je reprends les rênes de ma vie, si je reprends ma responsabilité, si j'applique les méthodes et les processus, et que j'en ai envie, que j'ai la volonté, c'est possible d'acquérir de la confiance en soi, de la consolider, de la renforcer. Et après, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Okay. Bon, ça, c'est plutôt pas mal ce que tu nous proposes et ce que tu nous annonces. Bon, on va voir ça en détail. Il est 20h11, on a encore 45 minutes à passer ensemble, donc on va prendre le temps, on va poser tout ça. Alors, donc on a fait connaissance avec toi, ton parcours, pourquoi ce qui te motive pour faire ça. On va compléter ça avec un brise-glace. Alors, j'ai complètement oublié de le faire dans la séquence d'avant finalement, mais je ne sais pas si je t'en avais parlé. Je t'en avais parlé du brise-glace ou pas? Non. Et voilà, ça va être une surprise. Testons. On va imaginer que tu pars en vacances pendant 2 semaines. Voilà, tu vas prendre 2 semaines de vacances. Dans quel endroit tu pars? Est-ce que tu restes sur place ou est-ce que tu t'en vas à quelque part? Actuellement, je crois que je partirai à la montagne. D'accord, donc il fera peut-être moins froid à la montagne que ce qu'il fait ici à Narbonne. Un peu froid, mais voilà, si oui. je peux skier ou profiter, respirer le grand air, ça me ferait du bien. Ok, très bien. Alors maintenant, puisque tu pars pendant 2 semaines et que ton activité est importante, il faut assurer la continuité de service et tu vas choisir un remplaçant, forcément.
Et pour cela, tu vas nous aider. Et est-ce que tu veux bien donner 4 chiffres entre 1 et 48? Alors, je dirais le 8. Alors, le 8, donc la première personne qui postule pour être remplaçant chez toi, c'est Roger Federer. Tu vois qui c'est? Tout à fait. Ouais, ok. Donc, Roger Federer. Le 12. Le 12. C'est Taylor Swift. Tu connais, chanteuse. Oui, ok. Ensuite. Le 34. 34. Yannick Noah. Ah ben, on reste dans le tennis, là. Ah oui. Yannick Noah. Ok. Et le 42. Et le 42. Alors ça, c'est marrant, ça, parce que c'est Miley Cyrus et ça a déjà été choisi. Donc, le chiffre 42, il y a peut-être un truc autour de ce chiffre. Je crois que c'est tombé une fois aujourd'hui. Donc, alors Miley Cyrus, Yannick Noah, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit Roger Federer et Taylor Swift. Alors, qui est la plus à même de te remplacer dans ton cabinet de coaching? Ah, je choisis Yannick Noah. Sans hésitation. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Le tennis, la confiance en soi, c'est une source d'inspiration. Oui. Ouais, et il a écrit, alors je ne sais pas s'il a écrit plusieurs livres, mais en tout cas moi j'avais lu un livre où il parlait aussi beaucoup de la connaissance de soi, de l'importance, de l'importance du mental dans le sport. Quoi. Oui, alors je pense qu'on peut avoir confiance en soi dans certains domaines et pas dans d'autres. Un sportif peut avoir une belle confiance en soi sur la base de ses compétences et dans le sport, et manquer de confiance en lui sur d'autres sujets. Ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que Yannick Noah a une confiance en lui de manière plus générale. Très générale. Ok, très bien. Bien, ben on en connaît un peu plus sur toi maintenant. Alors, alors, on a 2 possibilités. Soit on commence déjà à parler de la définition de la confiance en soi, ou sinon on va être très concret. Si tu veux bien, on va parler de ce que l'on va apporter à nos auditeurs dans cette séquence. Donc on va leur faire traditionnellement, on fait toujours une promesse à nos auditeurs quand on démarre la séquence. Et donc, concernant ce sujet, qu'est-ce qu'il est possible de leur apporter? Oui, alors ce que je vous propose, c'est, une fois qu'on aura décrypté un petit peu le sujet, de prendre 2 exercices à partir de cas concrets. Et voilà, 2 exercices pour pouvoir changer son regard avec quelques clés. Voilà. Okay. 2 exercices autour de la confiance en soi pour pouvoir switcher d'une méfiance, d'une non-confiance en soi à une meilleure confiance en soi. Ok, donc ce qu'on vous propose, c'est 2 exercices pratiques. Est-ce que c'est reproductible après? Ou est-ce qu'on les fait une fois et après c'est fini? Non. Oui, c'est reproductible. Voilà, c'est reproductible. Bien sûr. Voilà, donc on vous apporte ça dans la séquence, alors restez bien avec nous. Bon, ben alors justement, donc confiance en soi, il y a une définition officielle de la confiance en soi? J'ai lu beaucoup de définitions. Alors, je dirais, pour moi-même, je dirais que c'est une capacité à se connecter à soi, à croire en ses capacités et aussi à croire en la vie pour libérer son pouvoir d'action, pour s'élancer dans la vie, pour agir. Okay. Voilà. Donc la confiance en soi est en rapport direct avec des compétences, avec l'action, mais une action qui est en ligne, en cohérence avec ce qui m'anime profondément, quand je suis connectée à moi-même. Voilà, et ça suppose aussi une bonne connaissance de soi. Et je dirais aussi que la confiance en soi est différente de l'estime de soi, qui est plutôt un regard que je porte sur moi-même et par lequel je vais m'accorder de la valeur. Donc c'est plutôt un jugement de valeur, l'estime de soi, alors que la confiance est plutôt en rapport avec l'action. Ok, alors c'est marrant et ça en fait c'est parce qu'il y a une question qui vient d'être posée là-dessus. Quelle est la différence entre confiance en soi et estime de soi? Et tu viens d'y répondre finalement. Donc on est connecté comme ça avec nos auditeurs. Oui. Je dirais que l'estime de soi est un élément de la confiance en soi et plus largement au lieu de l'estime de soi, je parlerai de l'amour, l'amour de soi. D'accord. Et alors j'en profite juste pour regarder si on a des nouvelles réponses sur le questionnaire. On a 2 réponses. Alors là, donc c'est du 50-50.
Donc, aller corriger un exercice au tableau devant toute la classe, et puis prendre la parole en public. Donc on voit que quand il y a de la pression, quand il y a le regard de plusieurs personnes, ça pour l'instant c'est quelque chose qui rend ce défi difficile. Oui. Alors, hop, donc on a défini la confiance en soi. Et avant de, bien sûr, pour poser les choses pour bien poser les choses dès le départ, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on parle de ce sujet-là, qui parfois peut être délicat, quoi. Ça peut être délicat à aborder. Des précautions. Des précautions. Par exemple, est-ce que il faut faire confiance à quelqu'un qui nous dirait, voilà, toi, tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Est-ce qu'il faut l'écouter ou est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a quelqu'un forcément qui pose le diagnostic? Est-ce que par exemple, si on a énormément, si on considère qu'on n'a pas de problème avec la confiance en soi, est-ce qu'on n'a pas besoin de travailler ce sujet? Oui, alors tu parles de est-ce que l'autre, du regard de l'autre, à savoir si l'autre me dit que j'ai confiance en moi ou si j'ai pas confiance en moi. Bon. Donc c'est vrai que la confiance en soi, elle peut venir aussi d'une personne extérieure qui nous dit vas-y, j'ai confiance en toi, tu as des capacités. Hein. Pour l'enfant, ça peut aussi le motiver. Mais après, effectivement, savoir est-ce que j'ai confiance en moi ou est-ce que j'ai pas confiance en moi. Je dirais, d'abord, il y a moi qui peux le diagnostiquer. Est-ce que, par exemple, je rencontre une situation qui me met dans une situation de souffrance, d'insatisfaction, et je sens que je ne suis pas en mesure de passer à l'action. Donc là, je peux peut-être sentir un besoin d'être accompagnée, peut-être pour lever des blocages et déconstruire certains freins. Ou alors, tout simplement, je vis une forme de souffrance, je ne vais pas bien et j'en parle à quelqu'un, un professionnel peut-être, qui va peut-être pointer du doigt que dans certains domaines, je peux manquer de confiance. Voilà. Et si je te posais la question aussi, c'est parce que on voit une littérature, mais alors, si ça se trouve, sur le domaine de la confiance en soi, c'est un des domaines où il y a plus de littérature. D'émissions de radio, d'émissions de télé, d'articles sur Internet. Enfin, vraiment, c'est foisonnant. Est-ce que ça veut dire que les Français, ils ont un problème avec la confiance personnelle? Parce que si on voit tout ça, on a même l'impression que personne n'a confiance en soi, quoi. Oui. En fait, il y a beaucoup de littérature parce que c'est un sujet qui est vaste, qui est infini. Et c'est un sujet, alors, et la littérature, elle concerne la confiance en soi, mais tous les sujets autour, tout est lié à la confiance en soi, qui finalement n'est qu'une conséquence d'un passage à l'action ou d'un sujet sur lequel je vais me faire confiance et que je vais agir. Alors, il peut y avoir des livres sur le courage, sur les émotions, sur l'assertivité, la prise de parole en public, sur la mission de vie, sur l'amour. Tout est lié finalement à la confiance en soi. Et les causes sont multiples. On peut écrire aussi sur les causes et on peut partager son expérience, son vécu et donner des clés pour avoir une meilleure confiance en soi. Moi, je dirais qu'il y a deux grandes causes. Alors, il y a plein de causes, mais ce que je pressens, et je voudrais évoquer deux grandes notions importantes qui finalement jouent un rôle important dans la confiance ou le manque de confiance. Le premier sujet, c'est les peurs. Et quand je parle de peurs psychologiques, qui n'ont rien à voir avec l'existence d'un danger, mais ces pensées qui sont négatives, qui se succèdent, quand par exemple je veux prendre la parole en public, qui se succèdent, qui vont créer finalement un scénario catastrophe, un film négatif, auquel je vais croire, et finalement ça va se cristalliser dans mon corps et je vais ressentir des peurs. Donc ces peurs vont m'empêcher d'agir. Elles vont finalement me provoquer une forme d'inertie. Je ne vais pas passer à l'action.
ou alors je vais passer à l'action mais avec un comportement déviant, peut-être un peu agressif. Mais effectivement, si je n'agis pas, eh ben je vais finalement, ça va avoir un impact sur mon estime de moi et sur ma confiance. Et donc il y a un cercle vicieux qui se met en route. Donc les peurs, c'est vraiment la peur la peur de parler en public, la peur de bafouiller, la peur de perdre mon texte, la peur d'aller au tableau, d'être ridicule. Enfin, vous voyez, mettez-vous dans une situation où vous manquez de confiance en soi, il y a probablement des peurs qui sont à l'œuvre et dont il est important de repérer pour ensuite les dissoudre. Et le deuxième grand sujet, c'est je dirais, l'image que je donne à voir. Car si je cherche à avoir une bonne image de moi, eh bien, je ne serai plus connectée à moi-même. Je vais me déconnecter de ce que je suis profondément et je vais chercher finalement à obtenir à l'extérieur la reconnaissance, l'approbation, l'amour, la confiance à l'extérieur. Et donc, je vais me comporter pour obtenir ça de l'extérieur. Donc, si je cherche à donner une bonne image de moi-même, parce que j'ai peur d'être jugée, eh bien, je vais utiliser un masque dans la société. Je vais utiliser mon masque qui correspond pour moi à la formule qui va me permettre d'être approuvée par l'extérieur. Et ce masque, on peut tous avoir un masque différent qui est lié à notre passé, la construction de notre personnalité. Et ça peut être le masque d'une femme forte, parce qu'il faut être fort dans la vie, il ne faut pas montrer ses émotions. Ça peut être un homme qui va choisir, qui va prendre le masque, tout va bien, j'ai pas de problème dans la vie, tout va bien. Ça peut être le masque de la femme qui est sympathique, qui est gentille, qui va écouter, qui va dire oui à tout et qui ne va pas oser dire non. Donc si je prends un masque, parce que je cherche à obtenir l'approbation de l'autre, finalement l'autre il va aimer mon masque parce que c'est le masque que j'ai vendu. Et je vais me sentir obligée finalement de sortir toujours mon masque pour continuer à obtenir la reconnaissance à l'extérieur. Donc c'est une difficulté parce que c'est une ou deux facettes de ma personnalité que je vais utiliser et je vais me couper de mon potentiel, je vais me couper de l'entièreté de ce que je suis, de l'ensemble des facettes qui construisent ma personnalité. Et si je me coupe de mon potentiel, eh bien, je ne vais pas oser développer d'autres facettes de ma personnalité, passer à l'action, me dresser, affirmer mes opinions, exprimer mes besoins. Et je vais me sentir dans une situation d'insatisfaction, de souffrance. Et je vais manquer d'estime de moi-même et je vais manquer de confiance en moi. Et on repart dans le cercle vicieux. Alors là, donc plusieurs choses. Alors déjà, donc tu parlais donc de l'image, de l'image qu'on renvoie de soi vers l'extérieur et de l'idée qu'on se fait de l'image qu'on renvoie et de la difficulté donc finalement à accorder son image avec ce qu'on est. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, tu parlais des peurs, et en préparant cette séquence, tu avais dit un truc génial, c'est que les peurs, il faut les regarder en face, parce que des fois, la peur, il y a moyen d'en faire une ressource. Et tu disais, des fois, analysez votre peur, parce que des fois, ça en dit beaucoup sur vous, et sur une envie énorme. Ça peut-être que, si tu veux bien en parler après. Oui, je vais peut-être clarifier, effectivement. Oui, si j'ai peur, c'est bien de le voir, c'est de le repérer, de le reconnaître, et finalement de vivre cette peur, de l'accueillir. Parce que c'est en accueillant les émotions, c'est en accueillant la peur que finalement, si je me connecte à cette peur, elle va se dissoudre. Donc ça, c'est quelques clés de l'intelligence émotionnelle, d'identifier de quoi j'ai peur, de l'accepter, de la vivre. Et l'accepter, ça ne veut pas dire je suis d'accord, ça veut dire simplement de l'embrasser, de se connecter à moi-même, et puis pour qu'elle puisse se dissoudre naturellement.
Mais effectivement, la peur n'est pas un moteur. La peur, elle inhibe. La peur, elle nous emmène dans des comportements déviants de combat, de lutte, de procrastination, d'inertie. Donc c'est pas vraiment... Voilà. Et effectivement, je te disais que derrière chaque peur, finalement, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jacques Salomé, que derrière chaque peur, il y a un désir. Voilà, donc si j'ai peur d'aller au tableau quand j'étais jeune, et bien finalement, quel était mon désir? Mon désir peut-être était de répondre au professeur, le désir était de pouvoir corriger un exercice. Voilà, donc si j'ai peur de m'exprimer, quel est mon désir? Peut-être que mon désir, c'est justement d'affirmer mes opinions, d'exprimer ce qui est important pour moi, etc. Donc si je me connecte à des peurs, et ben, je suis dans une situation où le corps il est contracté, hein, c'est plutôt énergétivore. Alors que si je me connecte à des désirs, le désir d'exprimer mes opinions, à des désirs profonds, mon désir finalement de développer ma facette artistique, de contacter des personnes avec qui j'ai envie de travailler, d'oser demander un service, si j'ai envie de déployer mon potentiel, réaliser des projets, si j'ai envie de voyager seule. Voilà, si je me connecte à mes désirs, alors là, je vais peut-être trouver l'impulsion qui va me permettre de passer à l'action. Donc là, on a précisé là, cette notion des peurs. Tu as commencé à parler de d'où vient le problème. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce point-là, sur d'où vient le problème de confiance en soi? Est-ce que moi, j'ai parlé des peurs psychologiques. J'ai parlé de l'image que je donne à voir, qui pour moi qui est une forme, qui est l'ego décalé, donc la personnalité qui va prendre les rênes de ma vie, cette construction sociale, alors que l'objectif, c'est que ma personnalité soutienne mon être et soit au service de ce qui m'anime profondément. Et puis, j'ai parlé aussi de l'amour de soi, cette connexion à soi-même et d'être... voilà, ce besoin finalement d'accepter qui je suis, d'accepter ma lumière, d'accepter mon ombre dans toute ma complexité, d'être bienveillant avec moi-même pour pouvoir oser montrer qui je suis et avancer dans la vie. Ok, donc alors si on a fait cette analyse et qu'on reconnaît et qu'on se dit oui effectivement j'ai pas le niveau de confiance en moi que j'aimerais avoir. Donc chacun l'estime en fonction de sa personnalité. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par quoi on commence? Alors moi j'avais l'image de dire tiens, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, eh bien il fait du sport de combat. Et donc voilà, il va gagner en confiance en soi grâce à ça. Est-ce que ça marche ça? Allez, je m'inscris dans un cours de karaté et j'ai pas confiance en moi. Je m'inscris dans un cours de karaté et j'aurais peur de rien. Alors, si je pense que je manque de confiance en moi, et j'apporterai la précision que je peux manquer de confiance en moi dans certains domaines, et pas dans certains autres domaines. Mais effectivement, m'inscrire à un cours de sport, oui, c'est une solution pour acquérir de la confiance en soi. Il y a plein de manières d'acquérir de la confiance en soi. Ça peut être effectivement de s'inscrire dans des cours de sport de combat. Donc je vais pratiquer, je vais développer une compétence, je vais m'entraîner. Donc oui, ça fait du bien de voir que je peux développer des compétences. Et par le sport, oui. Mais il y a d'autres manières de développer la confiance en soi. Ça peut être par de la créativité, ça peut être par des exercices de yoga, par le corps. Tu parlais de méditation de pleine conscience ou de la respiration consciente, qui sont des techniques qui permettent de poser le mental, de calmer les pensées et de retrouver cette connexion à soi.
je peux m'inspirer aussi de personnes, de sportifs, de grands orateurs. Voilà, il y a peut-être des personnes qui peuvent m'inspirer, dans lesquelles je peux puiser pour trouver la confiance en moi. Et voilà, après je peux trouver aussi des ressources dans la littérature, dans la philosophie, et auprès des professionnels de l'accompagnement, des psychologues, des psychothérapeutes. Et est-ce qu'il est possible, parce que là en fait tu nous donnes plein de clés, plein de sources d'inspiration, mais d'établir une stratégie, donc on a repéré un problème très spécifique, on dit là vraiment je manque de confiance en moi. Donc on va prendre l'exemple par exemple d'aller négocier une augmentation de salaire. Parce que ça a un rapport avec la valeur qu'on a, la valeur qu'on se donne, l'estime de soi, etc. Et ça, c'est un exercice. Je suis sûr que si on posait la question aux personnes qui ont déjà eu à faire ce type d'action, il y a beaucoup qui nous diraient non, c'est un truc que j'aime pas faire, que je ne sais pas faire. Donc, est-ce qu'il est possible de se dire tiens, on va faire une stratégie pour que je n'ai plus peur d'aller demander une augmentation de salaire ou non, c'est vraiment trop précis comme demande. L'exercice, donc on peut faire un premier exercice en prenant cet exemple-là. Ok, j'ai envie de demander une augmentation de salaire. Comment, voilà, ok. Donc la première question, c'est est-ce qu'il y a des peurs ? C'est quoi mes peurs d'augmentation de quoi j'ai peur ? Posez-vous la question. C'est quoi ? Alors qu'est-ce que ça serait ? J'ai peur de... j'ai peur qu'ils disent non. Voilà, j'ai peur de repartir et d'avoir rien obtenu. Voilà, donc j'ai peur de recevoir un non. J'ai peur de ne pas peut-être savoir argumenter ma valeur. Peut-être que je me sens pas légitime. Enfin, tout ça, c'est des croyances, etc. Mais bon, s'il y a des peurs, ok. Donc identifier de quoi j'ai peur. Et ensuite, reprendre ma responsabilité, ok. Je pose une demande. Et finalement, s'il dit non, c'est ok. Voilà. Donc, identifier les peurs et derrière, je parlais, c'est quoi le désir ? Est-ce que mon désir, c'est effectivement d'avoir une augmentation de salaire ? Est-ce que c'est le désir, c'est une reconnaissance de mon patron, de mon chef ? Est-ce que c'est le désir d'avoir une forme de retour, une forme de discussion ? Je ne sais pas quel est le désir, une forme de reconnaissance. Donc c'est bien de se dire qu'est-ce que je cherche. C'est possible de travailler sur un cas aussi précis que ça et d'analyser tout ce qu'il y a autour, oui. tous les non-dits. Oui, si je prends par exemple, on peut pas passer à l'exercice, mais regardez peut-être une situation où vous n'avez pas confiance en vous. Ok, j'ai pas confiance, je manque de confiance pour faire une demande, je manque de confiance pour prendre la parole en public. Ok. De quoi j'ai peur ? Donc précisez de quoi vous avez peur. Je prends la parole en public, de quoi j'ai peur ? Et préciser. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai peur de bafouiller, de bégayer ? Ça va être différent selon les personnes. Est-ce que j'ai peur d'oublier mon texte ? Est-ce que j'ai peur de ne pas délivrer le message que j'ai envie de délivrer, qu'il ne soit pas compris ? Est-ce que j'ai peur du ridicule ou que les gens n'apprécient pas ce que je dis ? Est-ce que j'ai peur... Voilà, il y a plein de possibilités en termes de peur, elles sont infinies. Et de regarder, ok, c'est quoi mon désir ? Mon désir, si j'ai la peur de bafouiller, mon désir, c'est d'avoir une bonne élocution. J'ai le désir de mémoriser mon texte et finalement d'avoir une trame pour pouvoir le délivrer. Donc, en fonction du désir, de la peur et du désir qui est derrière cette peur, eh bien, regardez ce qui est important pour vous et puis avancez par la politique des petits pas. La confiance en soi, ça nécessite de se préparer, de s'entraîner. Donc, si j'ai peur de bafouiller, qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner à avoir une bonne élocution ?
Est-ce que je peux m'entraîner auprès d'amis? Est-ce que je peux apprendre mon texte? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette partie-là? Donc, ça peut être aussi... Donc, tester là où il n'y a pas d'enjeu, là où il n'y a pas de risque. Ça peut être le cas, et ça a été mon cas il y a quelques années où je pensais que j'avais aucune confiance en moi pour parler en public, pour faire du théâtre. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Donc quand j'avais compris, je me suis dit, oui, j'ai une grosse peur là, effectivement. Ben, peut-être qu'il y a un gros désir derrière, peut-être qu'il y a vraiment une envie de monter sur scène. Ben, du coup, je me suis inscrite à un cours de théâtre et j'ai fait du théâtre pendant 3 ans. Et j'ai découvert que j'aimais ça. Et que, en plus, que j'avais des compétences et qu'il y avait des retours qui disaient que j'étais excellente. Alors, je dis, c'est un peu bizarre, peut-être. Alors, du coup, je me suis dit, finalement, s'il y a une grosse peur, c'est peut-être le signe qu'il y a du gros potentiel. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs qui se disent, ah, si j'ai peur de parler en public, c'est que probablement, vous avez un très gros potentiel pour exprimer quelque chose qui vous est à cœur. Et si c'est le cas, et si c'est important pour vous, peut-être vous pouvez en faire une résolution pour développer cette compétence sur 2023. Donc une des pistes déjà, c'est tu l'as dit, de bien se connaître, à la fois bien identifier les différents domaines dans lesquels on manquerait de compétences, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas dans tous les domaines, et même dans chaque domaine, même lorsqu'on a identifié un domaine, par exemple la prise de parole en public, où il semble qu'on manque de confiance, refaire encore une analyse encore plus en profondeur pour savoir vraiment de quoi j'ai peur à ce moment-là. Voilà. Et après de passer à l'action. De quoi j'ai peur, et surtout reprendre ma responsabilité et me libérer du regard de l'autre. Voilà. Si l'autre n'apprécie pas, si il y a du ridicule, bon, c'est pas important. En tout cas, si je fais ce qui m'anime profondément et que ça me procure de la joie profonde, c'est que c'est probablement juste. Mmh. Et faire confiance aussi en la vie. Faire confiance, là je parle à nos auditeurs, mais je fais confiance aussi en moi, en ce que je vais dire, mais je fais aussi confiance en toi, en notre rencontre, en la relation qui s'établit et en ce qui se passe. Et donc, si je fais confiance en la vie et que j'accueille l'imprévu et que... avec les interactions. Et ben c'est du plaisir. Ok. Voilà. Alors là, il est 20h40, on a encore 15 minutes. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on part on avait imaginé ce que tu avais dit au début, donc tu vas nous apporter deux exercices qui sont reproductibles. Est-ce qu'on se lance là-dedans? Oui, alors j'en ai déjà fait un, plus ou moins, c'était un peu sur l'exercice pour identifier un domaine où là vous n'avez pas confiance et regarder s'il y a des peurs et regarder quel est le désir derrière la peur et connectez-vous à ce désir-là et si ce désir est important, prenez une action, entraînez-vous, préparez-vous, essayez là où il n'y a pas d'enjeu. Et petit à petit, vous allez prendre confiance en vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a du potentiel. Voilà. Alors, un deuxième exercice, tu parlais tout à l'heure de demander une augmentation de salaire et la peur de recevoir le non. Et donc, je pensais aussi à cette histoire du non. Il y a des cas où finalement, je ne vais pas oser... exprimer un désaccord, je ne vais pas oser dire non à une proposition qui m'est faite. Voilà, parce que la peur de blesser l'autre, la peur de ne pas être apprécié, etc. Donc, je voulais vous proposer peut-être s'il y a des personnes dans cette situation-là, d'identifier des cas dans le passé où vous auriez dit oui à quelque chose, alors que vous auriez aimé dire non, mais que voilà, ça n'a pas été possible de dire non, vous avez dit oui, et vous ne vous êtes pas respecté.
et que finalement, après coup, vous avez un peu regretté de ne pas vous être respecté. Voilà. Voilà. Donc, par rapport à cet exercice, quelles sont les clés que je peux utiliser pour avoir un autre regard et m'autoriser finalement à dire non et à me respecter soi-même. Donc voilà, c'était si vous pensez à des clés. Moi, je pense à une situation. Est-ce qu'il faut la développer ou tu vas nous donner des clés par exemple moi, tout simplement, c'était l'agence qui met en location mon logement. Donc, j'ai plus envie de travailler avec cette agence. Il se trouve qu'elle avait 2 jeux de clés, 2 doubles de clés, et j'ai été récupérer un jeu de clés en disant en fait, j'ai pas été franco, j'ai pas été dire je ne louerai plus jamais avec vous. En fait, c'est même pas ce que je pense. Peut-être un jour je repasserai avec eux. Et donc j'ai dit là, de toute façon, j'ai des travaux à faire. J'ai dit je vais récupérer les clés. Et à ma grande surprise, je ne savais pas qu'il y avait 2 jeux de clés. Et on me dit il y a 2 jeux de clés, on en garde un. Et qu'est-ce que j'ai dit? Au lieu de dire non, je récupère les 2. J'ai dit ok, je vous en laisse un. Et là, j'étais pas du tout fier de moi. Et ça, c'est franchement un manque de confiance en soi. Oui. Ouais. Donc, effectivement, là, c'est cette capacité à se connecter à ce qui est important pour soi, à son besoin, à ses priorités, pour faire une demande et demander ce 2e jeu de clés. J'ai besoin de récupérer ces 2 jeux de clés. Tu avais des astuces aussi là-dessus quand tu avais une formule qui disait dire non à l'autre. Oui. Quand il y a une proposition finalement que je n'ai pas envie d'accepter, finalement, si je veux dire non, se dire que je ne dis pas non à la personne en face, mais je dis non à la proposition. Donc, la personne me fait une proposition et c'est la proposition que je ne souhaite pas. Mais ce n'est pas non à la personne que j'ai en face. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à la personne en face. C'est non à la proposition. D'où l'intérêt de pas se dire, de pas partir avec l'idée de dire je vais dire non, mais de toujours reformuler et habiller le non. Et si je dis non à cette proposition, en fait, je dis oui à moi-même. Donc, en fait, je dis, si c'est une proposition, un exemple, je propose d'aller... est-ce qu'on se fait passer soi d'abord ou est-ce qu'on fait passer les autres d'abord? C'est ça. Voilà, tu me proposes d'aller au cinéma ce soir et je vais dire non. Parce que je dis oui à mon besoin peut-être de me reposer et de me reposer parce que je suis fatiguée, ou je dis oui à mon besoin de travailler parce que j'ai une priorité pour demain dans mon cadre professionnel, et je dis oui à ma priorité, à mon besoin du moment. Donc si je dis non, ce n'est pas non à la personne, c'est non à la proposition, et je dis oui à mon besoin. Donc une manière aussi de faciliter, c'est finalement, c'est pas un non agressif ou de rejet, mais c'est d'accueillir la proposition. Donc je te remercie Olivier pour ta proposition, ça me touche, donc merci. Mais je ne vais pas donner suite à ta proposition. Voilà, et parler de soi, parler à partir de soi, c'est-à-dire j'ai besoin de me reposer, ou je me sens pas bien ce soir, ou j'ai une priorité qui est cette autre, ou j'ai une préférence, voilà, je préfère passer du temps avec ma famille. Donc la reformulation, la métacommunication, donc on dit pourquoi on fait les choses. Oui, je suis pas obligée, mais si je tiens à la qualité de la relation avec toi et que je peux exprimer mon besoin, ma priorité. Et si je sens que tu es agacé, que j'ai envie de prendre soin de notre relation, je vais te dire, Olivier, mais ça n'a rien à voir avec toi, je t'apprécie, j'apprécie la qualité de notre relation. Et par contre, c'est important aussi que je prenne soin de moi
Et voilà. Et je peux aussi avoir la possibilité de faire après une contre-proposition. Donc en fait, ça va nourrir la relation. Et le fait d'exprimer mon besoin, peut-être tu vas me poser une question, ah, t'es fatigué, bref. Voilà, ça peut nourrir une relation. Mais en tout cas, c'est hyper important pour avoir une bonne qualité de relation, d'être en capacité de refuser ou d'accepter, si ça me plaît. C'est ce qui fait que la relation, elle est vivante. Et je reste alignée avec ce qui est important pour moi, je me respecte, j'ai de l'estime pour moi, je me fais confiance. Voilà, donc ça c'est important. Et alors, pour les personnes qui auront coché toutes les cases, qui auront bien fait tout ce que tu proposes, comment on sait finalement que on a développé la confiance en soi? Est-ce qu'il y a un marqueur qui nous dit on est à tel niveau quand on a commencé notre réflexion, ensuite on a fait nos exercices, et aujourd'hui j'aimerais bien savoir où j'en suis. C'est possible ça? Il y a un moyen objectif, un moyen mathématique de mesurer la confiance en soi? Bon, c'est très personnel. C'est très personnel, c'est un ressenti. Mais après, ce qui est facile, c'est que si je veux développer, prendre la parole en public, et que c'est lié au passage à l'action, et que j'ai pris la parole en public, et bien je peux voir que peut-être je me suis inscrite à des cours de théâtre, peut-être qu'à tel moment dans mon travail j'ai pris la parole en public pour faire un exposé, peut-être que j'ai animé une conférence, donc je peux voir concrètement ce que j'ai fait par des petites actions. Garder la conscience me féliciter d'avoir exercé ces petites actions. Je peux aussi entendre ce que les autres m'ont dit, si jamais j'ai pris la parole en public et que j'ai été félicitée parce que j'ai réussi finalement, donc je peux entendre, et puis c'est un ressenti très personnel. Mais si je passe à l'action, que je suis contente de moi, oui, là, je sens que l'estime et la confiance est là, et ça me met dans un cercle vertueux pour continuer à oser. En démarrant la séquence, tu m'avais dit, tiens, il y avait une question qu'on avait préparée ensemble et que j'avais oubliée, et j'ai déjà oublié la question que je devais te poser. Ah oui, je me souviens plus. Ok, très bien, ça se trouve, ça veut dire qu'on l'a traité. Oui, je ne sais pas, peut-être on l'a traité. Oui, est-ce que le sujet de la confiance en soi, c'était un sujet récent? Oui, je ne sais pas, un sujet récent. Oui, parce qu'en fait, c'était aussi lié au foisonnement de littérature qu'on voit dessus. Oui. Et je me posais la question de savoir si, dans les années, on va dire dans les années 30, est-ce qu'on s'occupait de ce sujet-là? Est-ce qu'au 19e siècle, on s'occupait de confiance en soi, ou est-ce que c'est venu aussi avec une amélioration de l'éducation, amélioration de la société de communication? Alors, je ne saurais pas répondre à cette question. Je dirais que intuitivement, le sujet de la confiance en soi s'est beaucoup développé ces 20 dernières années, avec tous les sujets autour du développement personnel. Même si le sujet, je pense, est majeur dans ces sociétés qui sont centrées sur l'individu. Mais effectivement, nous vivons dans des sociétés, aujourd'hui, c'est plus facile et c'est moins tabou de dire tiens, j'ai des problèmes, je manque de confiance en moi. C'est plus facile d'exprimer ses failles et de se faire accompagner. Mais effectivement, c'est un sujet assez important dans nos sociétés centrées sur l'individu, où finalement, il faut prouver, il faut se battre, il faut s'imposer. Enfin, une société qui est basée un peu sur des valeurs un peu masculines, il faut se débrouiller seul, il faut prouver que je suis capable. Donc il faut que je sois indépendante financièrement, il faut que à l'école je sois bien classée, etc. Donc ça impacte sur la confiance en soi. Et c'est un sujet qui est d'autant plus malmené de par les réseaux sociaux et les dérives des réseaux sociaux, où finalement je vais me comparer. Je me compare aux autres. Je me compare, et donc si je me compare aux autres, je vais avoir des... Je me compare aux autres sans avoir toutes les clés, puisqu'on ne sait pas qui sont les autres. Voilà. On voit juste une image. Voilà, donc je vais avoir des complexes d'infériorité, je vais me dévaloriser,
je vais sentir, et puis je vais me raconter des histoires, je vais me dire, je ne suis pas suffisamment intelligente, je ne suis pas légitime, je suis victime du syndrome de l'imposteur, etc., etc. Donc des croyances qui sont liées au fait que je me compare à l'autre, et j'en reviens au sujet où finalement, si je suis obsédée par l'image que je donne à l'autre, que je me compare sans cesse, eh bien je vais être insatisfaite, je ne vais pas passer à l'action, et ça va me saper ma confiance en moi. Donc on a un double phénomène qui fait que ça ne va pas s'arranger au niveau de la confiance en soi. C'est que, on a envie de vivre plusieurs vies. Voilà, comme tu disais, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie associative, sportive, etc. Donc plus on va vivre de vie, moins on aura d'énergie à consacrer à chacun des domaines, et donc ça sera peut-être plus difficile même d'avoir confiance en soi, parce qu'on aura peut-être une expertise qui est moindre que si on se concentrait juste sur un domaine. Et donc plus on va faire de choses, plus on aura besoin de confiance en soi pour mener toutes ces choses-là. Donc il faut aller puiser dans le stock de confiance en soi. Non. Et l'autre phénomène, c'est que multiplication des réseaux sociaux, enfin des moyens d'information, on voit aussi dans chaque truc qui nous fait rêver quelqu'un qui réussit mieux que nous. Donc là encore, la confiance en soi en prend un coup. C'est pour expliquer le manque de confiance, et c'est pour ça que c'est important de se libérer du regard des autres et de se connecter à soi en disant, mais quel est mon désir profond? Qu'est-ce que je veux? Nous avons une seule vie. Alors effectivement, nous avons des rôles et des fonctions différentes, nous avons plein de relations différentes, mais voilà, si je me connecte à moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est ma priorité? Quel est mon désir profond? Alors tous les désirs ne sont pas réalisables, mais s'il y a quelque chose qui est important pour moi, eh bien, je prends une décision, je fais un choix. Si je choisis, je vais devoir renoncer peut-être à d'autres priorités, mais je choisis et je passe à l'action. Mais ça demande de la volonté, ça demande de se prendre en main. Et ça demande... ou d'avoir quelqu'un qui pousse à faire le premier pas, comme toi, quoi. Oui. Au début, oui, parce que ça oblige à sortir de certains conditionnements, à déconstruire certaines peurs, à décrypter ces messages inconscients, des mécanismes qui nous freinent. Donc oui, être accompagné, c'est bien, mais après, de reprendre les rênes de sa vie et de continuer par soi-même et de s'auto-coacher finalement, grâce avec ses méthodes et ses processus, de se prendre en main pour être indépendante et évoluer vers conformément à ce qui nous anime. Ok, ben merci voilà. Anne. Alors j'espère que vous y voyez plus clair sur la confiance en soi, que vous avez découvert des pistes pour l'explorer, pour l'interroger, et aussi pour la mettre au défi et la développer avec tout ce que nous a proposé Anne. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi si quelqu'un a envie de travailler la confiance en soi avec toi? Oui, eh bien, alors j'ai un site internet. La Bécadence, alors qui s'appelle anne-du6bart.fr. Et j'ai un email, donc anne.bart, donc B-A-R-T-H-E, le chiffre 20, 2 et 0, @gmail.com. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ta participation, pour ta présence, pour toute la motivation que tu nous as donnée. Voilà, on sent que tu es passionné et que tu as beaucoup à apporter par cette pratique. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne Anne. Soirée et bonne suite. Et voilà, donc il est 20h56, on est dans les temps, c'est parfait. Merci. Alors, on va relancer la musique si elle est toujours là.